Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait parfait? Ces personnes magnétiques et intelligentes qui maîtrisent toujours la situation. Elles savent exactement quoi dire pour que vous vous sentiez spécial. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. De petits mensonges que vous ignorez, des commentaires subtils qui vous font douter de vous-même. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes pris dans un jeu dont les règles ne sont pas faites pour que vous gagniez. Qu'est-ce qui rend certaines personnes si douées pour manipuler? Est-ce un don? Ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond et plus sombre derrière ce comportement? La vérité est que tout le monde ne joue pas la vie selon les mêmes règles. Pour certains, l'empathie, la culpabilité et les remords ne sont que des obstacles. Ce qui compte, c'est le contrôle, le pouvoir, la victoire. Ces personnes ne ressentent pas ce que vous ressentez. Elles n'aiment pas comme vous aimez. Et surtout, elles ne perdent jamais de vue leurs propres intérêts. Ce type de mentalité a un nom, la triade noire. 3 traits psychologiques qui, combinés, créent des profils dangereux et souvent irrésistibles. Narcissisme, psychopathie, machiavélisme. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement dans les films, les livres ou les histoires lointaines. Vous avez peut-être croisé quelqu'un comme ça aujourd'hui. Ou pire, peut-être que certaines de ces caractéristiques sont aussi en vous. Dans cette vidéo, nous allons démonter le fonctionnement de la triade noire pièce par pièce. Nous allons comprendre comment ces esprits opèrent, comment ils infiltrent nos vies et surtout, comment nous pouvons nous protéger. Mais avant de regarder les autres, nous devons nous regarder nous-mêmes. Parce que le premier pilier de la triade noire nous invite à faire exactement cela, nous regarder dans le miroir. Parlons maintenant du narcissisme. Imaginez un jeune homme d'une beauté sans pareille. Tout le monde autour de lui l'admirait, mais il restait indifférent. Il n'aimait personne. Jusqu'au jour où, alors qu'il s'approchait d'un lac aux eaux cristallines, il vit un visage se refléter dans l'eau. C'était son propre visage. Pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, une passion irrésistible. Il essaya de toucher son image, mais en le faisant, les ondulations détruisirent son reflet. Désespéré, il se pencha de plus en plus près, essayant d'atteindre ce qu'il ne pourrait jamais posséder. Finalement, il tomba à l'eau et se noya. C'est le mythe de Narcisse, raconté par les Grecs de l'Antiquité pour mettre en garde contre l'amour de soi excessif. Mais cette histoire n'est pas seulement une fable sur la vanité, c'est une métaphore sur un cycle d'autodestruction. Narcisse n'est pas tombé amoureux de lui-même, mais de l'idée qu'il se faisait de lui-même. Il était condamné à poursuivre un reflet, quelque chose d'intangible, d'inaccessible. Et c'est là l'essence du narcissisme. Ce n'est pas seulement un désir d'être admiré, c'est une dépendance. Un narcissique ne peut pas exister sans la validation des autres. Son estime de soi ne vient pas de l'intérieur, mais du reflet qu'il voit dans les yeux des autres. Il a besoin d'être aimé, envié et applaudi. Et quand cela ne se produit pas, son identité commence à s'effriter. Mais d'où vient ce besoin insatiable? La psychologie moderne nous donne quelques pistes. Freud pensait que le narcissisme était quelque chose de naturel dans l'enfance. Tous les bébés, après tout, sont le centre de leur propre monde. Mais en grandissant, nous apprenons à partager cet espace avec les autres. Le problème survient lorsque cette transition ne se produit pas. Lorsqu'une personne reste coincée dans un état psychologique infantile, incapable de voir au-delà d'elle-même. Et cela peut être dû à différents facteurs. Certains enfants grandissent dans des foyers où ils sont surestimés, traités comme des petites divinités. On leur apprend à croire qu'ils sont spéciaux, uniques et supérieurs. D'autres, en revanche, grandissent en étant constamment critiqués, sans jamais se sentir à la hauteur. Pour eux, le narcissisme apparaît comme un mécanisme de défense, un masque de grandeur pour cacher une peur profonde de ne pas être à la hauteur. Quelle que soit l'origine, le résultat est le même. Une personne qui a désespérément besoin de l'approbation des autres pour se sentir complète. Mais cette dépendance crée un problème, et un problème dangereux. Car, au fond, le narcissique n'a pas vraiment d'estime de soi. Sa confiance en lui est comme un château de cartes, apparemment solide, mais prêt à s'effondrer à la moindre critique. Et c'est pourquoi les narcissiques réagissent si mal lorsqu'ils sont contredits. Un simple désaccord peut être perçu comme une attaque. Une critique peut être interprétée comme une trahison. Et face à cela, ils ont 2 options. Soit ils tentent de détruire la source de la menace, en ridiculisant, en humiliant, en manipulant, soit ils jouent à les victimes, cherchant à attirer encore plus l'attention. Mais le narcissisme ne se limite pas aux relations personnelles. Il façonne des sociétés entières. Nous vivons à l'ère des projecteurs.
où la validation instantanée des réseaux sociaux renforce les comportements narcissiques. La recherche de j'aime, d'éloges et de reconnaissance numérique conduit beaucoup de personnes à construire une identité basée non pas sur qui elles sont, mais sur ce que les autres voient. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous ressentez, mais comment vous semblez le ressentir. Au travail, le narcissique peut être ce collègue qui vole le mérite des autres, qui ne reconnaît jamais ses erreurs et qui a constamment besoin d'être félicité pour travailler. Dans les relations, il peut s'agir du partenaire qui oscille entre le charme et la cruauté, créant un cycle de manipulation où l'autre ne sait jamais exactement où il en est. Mais il existe quelque chose d'encore plus dangereux. Tous les narcissiques ne se limitent pas à rechercher l'admiration. Certains vont plus loin. Ils deviennent des prédateurs émotionnels, incapables de ressentir une véritable empathie. Peu leur importe la souffrance qu'ils causent, tant qu'ils gardent le contrôle. Et lorsque cela se produit, nous sommes face à un profil encore plus sombre. Le narcissisme peut être un reflet déformé, mais quand ce reflet disparaît complètement, que reste-t-il? Seulement le vide. Un vide où l'empathie n'existe pas et où la manipulation devient un jeu sans règles. Et c'est exactement là que nous trouvons le prochain sommet de la triade noire, la psychopathie. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Avez-vous déjà été confronté à quelqu'un qui semblait avoir complètement le contrôle? Quelqu'un qui n'hésitait jamais, ne montrait jamais de peur, ne semblait jamais ébranlé. Au début, cette personne peut être captivante. Elle sourit au bon moment, elle dit les bons mots pour vous séduire, elle semble savoir exactement ce que vous voulez entendre. Mais avec le temps, quelque chose commence à sembler étrange. De petits détails, de petites incohérences. Vous vous rendez compte que, malgré toute sa gentillesse, cette personne ne montre jamais de remords. Elle ne semble jamais vraiment s'en soucier. Elle ne semble jamais rien ressentir. Et puis, vous réalisez, elle n'a aucun regret. Elle n'hésite pas avant de mentir. Elle ne ressent aucun remords après avoir blessé quelqu'un. Pour elle, le monde ne fonctionne pas selon les mêmes règles émotionnelles que celles qui guident la plupart des gens. C'est l'essence du psychopathe. Ils n'ont pas besoin de ressentir de l'empathie pour comprendre ce que les autres ressentent. Au contraire, c'est précisément leur grand avantage. Ils considèrent les émotions comme des faiblesses, des pièces d'un jeu qu'ils maîtrisent mieux que quiconque. Lorsque nous entendons le mot « psychopathe », nous pensons aux tueurs en série, à des criminels froids et calculateurs. Mais ce n'est que la version la plus extrême. La réalité est encore plus effrayante. La grande majorité des psychopathes ne commettront jamais de crimes violents. Ils n'en ont pas besoin. Au lieu d'une arme à feu, ils utilisent un contrat. Au lieu d'une attaque physique, ils détruisent des carrières. Au lieu d'un enlèvement, ils piègent les gens dans des réseaux de manipulation, où personne ne se rend compte qu'ils sont contrôlés. Le psychologue Robert Hare, un expert de premier plan en matière de psychopathie, a découvert quelque chose de troublant. L'incidence des psychopathes dans des positions de pouvoir est significativement plus élevée que dans la population moyenne. Cela s'explique par le fait que les traits qui rendent un psychopathe dangereux dans la société sont les mêmes que ceux qui le rendent extrêmement performant dans des environnements compétitifs. Froideur émotionnelle, absence de peur, contrôle absolu de ses réactions. Pour un psychopathe, licencier des centaines d'employés ou escroquer des investisseurs n'est pas un dilemme moral. Cela fait simplement partie du jeu. Mais qu'est-ce qui différencie vraiment un psychopathe des autres? Le secret réside dans son cerveau. La neuroscience a révélé que les psychopathes ont une activité réduite dans l'amygdale cérébrale, la région responsable de la peur et des émotions. Cela signifie que, alors que la personne moyenne hésiterait avant de prendre une décision cruelle ou risquée, un psychopathe ne ressent tout simplement pas cette barrière émotionnelle. Il n'hésite pas, il ne réfléchit pas à deux fois, il ne le regrette pas. Mais ce n'est pas tout. Le cortex préfrontal, qui régule le contrôle des impulsions et la prise de décision morale, fonctionne également différemment. Alors qu'une personne ordinaire se sentirait coupable de tromper quelqu'un, un psychopathe ne voit là qu'une stratégie dans un jeu. Pour lui, la moralité n'est pas un facteur pertinent. Si un mensonge lui est bénéfique, alors il n'est pas seulement acceptable, il est logique. Et c'est pourquoi les psychopathes peuvent être si convaincants. Ils savent exactement comment feindre les émotions, comment imiter les expressions de tristesse, de bonheur ou d'empathie. Mais rien de tout cela n'est réel. Pour eux, ces réactions ne sont que des outils pour obtenir ce qu'ils veulent.
Alors, comment reconnaître un psychopathe dans la vie de tous les jours? Les signes sont subtils. Au début, il semble extrêmement charismatique, créant un faux sentiment de connexion. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que cette connexion n'est pas réciproque. Ils ne montrent aucun réel intérêt pour les autres, seulement un intérêt stratégique. Ils ne ressentent pas non plus de culpabilité. S'ils blessent quelqu'un, ils ne montrent aucun remords. En fait, ils peuvent même justifier leur propre comportement, affirmant que la victime le méritait, ou que tout cela fait partie du jeu de la vie. Et le plus effrayant peut-être, ils ne ressentent jamais la peur. Les psychopathes peuvent se mettre dans des situations extrêmement risquées sans hésiter, car leur biologie ne les alerte tout simplement pas du danger, comme elle le fait chez les autres personnes. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Un pur psychopathe est dangereux en soi, mais lorsque ce trait se combine avec une autre caractéristique, il devient encore plus mortel. Car, si le psychopathe agit sans émotion, il existe un autre profil qui comprend parfaitement les émotions des autres et les utilise pour contrôler et manipuler. Cette combinaison crée un véritable maître du jeu social. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Le machiavélisme. Rien de ce qu'il fait ne semble suspect. Il n'élève pas la voix, ne menace pas, n'a pas besoin de forcer les choses. Au contraire, il semble être l'allié parfait, la personne qui est toujours au bon endroit au bon moment avec les bons mots. Mais il y a un détail que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Quand quelque chose ne va pas, il n'en subit jamais les conséquences. Ce n'est pas de la chance, c'est du calcul. Si le psychopathe agit sans émotion et que le narcissique cherche sans cesse à être admiré, le machiavélique opère différemment. Il n'a pas besoin d'être le centre de l'attention. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une chose, le contrôle. C'est le véritable maître de la manipulation. Il comprend les peurs, les désirs et les insécurités des gens qui l'entourent et les utilise à son avantage. Il se fait des alliés, mais seulement tant qu'ils lui sont utiles. Il fait des éloges, mais seulement quand il a besoin de quelque chose en retour. Et, surtout, il fait croire aux gens qui l'entourent qu'ils prennent des décisions par eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils ne font que suivre le scénario qu'il a écrit. Mais d'où vient cette mentalité? Comment quelqu'un peut-il faire de la manipulation un mode de vie? La réponse se trouve dans un livre écrit il y a plus de 500 ans. Le Prince, de Nicolas Machiavel. Machiavel a vécu à une époque d'extrême instabilité politique en Italie. Les gouvernements tombaient du jour au lendemain. Les trahisons étaient monnaie courante. Et ceux qui ne comprenaient pas le jeu du pouvoir disparaissaient tout simplement. Dans son œuvre la plus célèbre, il ne s'est pas donné la peine de parler de moralité ou de justice, mais d'une seule chose: comment maintenir et exercer le pouvoir. Il a soutenu que, dans le monde réel, les plus prospères ne sont pas nécessairement les plus justes, mais les plus rusés. Il a diffusé des idées qui sont devenues des règles pour ceux qui recherchent le contrôle absolu. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il vaut mieux être craint qu'être aimé. Un prince ne doit jamais tenir parole lorsque cela ne lui est pas profitable. Bien qu'il ait été écrit pour les dirigeants, Le Prince est devenu un manuel pour les manipulateurs de toutes sortes, des dirigeants politiques aux hommes d'affaires, en passant par ce collègue qui semble toujours avoir le dessus. Mais comment agit le machiavélique dans le monde moderne? Ils ne sont pas impulsifs comme les psychopathes ou dépendants comme les narcissiques. Ce sont des stratèges. Le machiavélique observe, attend et n'agit que lorsqu'il est certain de la victoire. Il ne cherche pas la confrontation directe. S'il a besoin de détruire un ennemi, il le fera en silence, en s'assurant que personne ne puisse le blâmer. Il peut être l'ami qui vous fait des éloges, mais qui sème le doute pour que vous preniez des décisions qui lui sont favorables. Il peut être le patron qui semble juste, mais qui manipule les règles pour rester au sommet. Il peut être le politicien qui promet le changement, mais qui, au fond, ne veut que consolider son pouvoir. Et le plus effrayant, vous ne remarquez presque pas que vous êtes manipulé. Les machiavéliques sont patients. Ils savent que la manipulation la plus efficace n'est pas celle qui force quelqu'un à agir, mais celle qui lui fait croire qu'il agit de son propre chef. Et c'est pourquoi ils sont si dangereux. Mais si cette mentalité existe depuis des siècles et fonctionne encore aujourd'hui, la manipulation est-elle vraiment quelque chose qui peut être évité? N'avons-nous pas tous, à un moment donné, utilisé des tactiques machiavéliques pour obtenir ce que nous voulions? La réponse est peut-être plus inconfortable que nous ne voudrions l'admettre. Car le machiavélique n'a pas besoin d'être en position de pouvoir ou d'être impliqué dans un vaste système de corruption. Il pourrait être juste à côté de vous. Ou qui sait, il pourrait être en vous.
En 2003, un homme du nom de Bernie Madoff était l'un des investisseurs les plus respectés des États-Unis. Charismatique, influent et apparemment digne de confiance, il gérait des milliards de dollars et comptait parmi ses clients des célébrités, de grands hommes d'affaires et même des organisations caritatives. Son fonds d'investissement promettait des rendements élevés et constants, sans jamais enregistrer de pertes. Ainsi, année après année, des milliers de personnes ont placé leur fortune entre ses mains. Mais il y avait un problème. Tout n'était que mensonge. Madoff n'a pas investi un centime de l'argent de ses clients. Il a dirigé la plus grande escroquerie pyramidale de l'histoire, volant les uns pour payer les autres, entretenant l'illusion que son fonds était infaillible. Pendant des décennies, il a berné Wall Street, les régulateurs et même les plus grands experts du marché financier. Mais lorsque son escroquerie s'est effondrée, les pertes ont été estimées à plus de 65 milliards de dollars. Des milliers de victimes ont tout perdu. Certaines se sont suicidées, d'autres n'ont jamais pu se remettre financièrement. Comment quelqu'un parvient-il à tromper autant de gens pendant si longtemps? La réponse se trouve dans la triade sombre. Madoff n'était pas un escroc ordinaire. Il combinait magistralement les 3 traits qui définissent la triade noire. Le narcissisme lui faisait croire qu'il était intouchable, que son escroquerie ne serait jamais découverte. La psychopathie lui permettait de détruire des vies sans éprouver aucun remords. Et le machiavélisme faisait de lui un maître de la manipulation, sachant exactement comment séduire, tromper et détourner les soupçons. C'est là la véritable force de la triade noire. Lorsque ces 3 traits de caractère sont réunis, il crée des individus capables d'infiltrer n'importe quel environnement, affaires, politiques, relations sociales, et de contrôler tout ce qui les entoure. Ils opèrent dans l'ombre, déplaçant des pièces sans se faire remarquer, et le temps qu'ils soient découverts, il est souvent trop tard. Mais Madoff n'était pas le seul. En politique, des personnalités comme Joseph Staline ont utilisé la triade noire pour instaurer des régimes de terreur. Staline était narcissique à l'extrême, exigeant une adoration absolue et éliminant quiconque le remettait en question. Sa psychopathie le rendait indifférent à la souffrance humaine. Des millions de personnes sont mortes sous son commandement, mais pour lui, ce n'était qu'un détail. Et son machiavélisme était absolu. Il éliminait ses alliés avant qu'ils ne deviennent des menaces et réécrivait l'histoire pour rester au pouvoir. Et le plus troublant, tous ceux qui possèdent dans la triade noire ne sont pas des personnages historiques ou des criminels. Beaucoup vivent dans le monde de l'entreprise, sur la scène sociale et même dans nos foyers. Ce sont les collègues de travail qui manipulent et volent le mérite. Ce sont les dirigeants qui jouent sur les émotions des autres pour atteindre leurs objectifs. Ce sont les partenaires qui transforment les relations en prison psychologique. Mais comment reconnaître ces personnes avant qu'il ne soit trop tard? Existe-t-il un comportement type qui puisse nous alerter? Et surtout, avons-nous, sans le savoir, déjà utilisé nous-mêmes les tactiques de la triade noire? C'est exactement ce que nous allons explorer dans le chapitre suivant. Comment identifier, se protéger et surtout, s'assurer de ne pas être manipulé sans le savoir. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez été manipulé sans vous en rendre compte? Combien de fois quelqu'un a-t-il joué avec vos émotions, déformé la réalité et vous a-t-il fait douter de vous-même? Le problème avec la triade noire, c'est que ces traits ne sont pas facilement détectables. Les narcissiques, les psychopathes et les machiavéliques ne se promènent pas avec des plaques sur le front. Au contraire, ils savent exactement comment paraître dignes de confiance. Ils savent comment se construire une image parfaite. Et le temps que vous réalisiez que vous êtes tombé dans leur piège, il sera peut-être trop tard. Mais il existe un moyen de vous protéger. Ces personnes ne jouent pas seules. Elles ont besoin de quelque chose de fondamental pour que leur stratégie fonctionne. Des victimes qui ne comprennent pas le jeu. Le narcissique a besoin de quelqu'un pour nourrir son ego. Le psychopathe a besoin de quelqu'un qui lui fasse confiance. Le machiavélique a besoin de quelqu'un qui suive ses ordres sans poser de questions. Si vous apprenez à identifier les comportements de la triade des ténèbres, vous pourrez éviter de devenir la pièce manquante de leur échiquier. Et la première étape consiste à réaliser que la manipulation est rarement évidente. Les membres de la triade des ténèbres sont passés maîtres dans l'art de la persuasion. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ils promettent, manipulent et déforment. Mais les mots ne veulent rien dire sans les actes. Un narcissique peut se présenter comme généreux et altruiste. Mais se soucie-t-il vraiment des autres ou n'aide-t-il que lorsque cela profite à son image? Un psychopathe peut sembler être un partenaire idéal, mais éprouve-t-il vraiment de l'empathie ou fait-il simplement semblant? Le machiavélique peut sembler être un grand ami, mais le moment venu, il s'impose toujours tandis que les autres en perdent le prix.
Une autre façon de voir la triade noire à l'œuvre est d'observer comment ces personnes réagissent à la frustration. Un narcissique, qui ne reçoit pas l'admiration qu'il attend, peut réagir par l'agressivité ou le mépris. Un psychopathe, réalisant que vous n'êtes pas manipulé, peut simplement se désintéresser de vous. Un machiavélique, lorsqu'il sent qu'il n'a pas le contrôle, peut essayer de vous déstabiliser autrement, en jouant sur vos insécurités. Mais pourquoi certaines personnes se laissent-elles plus facilement prendre à ces jeux? Notre propre cerveau peut nous rendre vulnérables. Dès l'enfance, nous apprenons que faire confiance aux autres est essentiel pour survivre. Cela signifie que nous ignorons souvent les signaux de danger, justifions les comportements nuisibles et acceptons des explications qui n'ont pas vraiment de sens. Le psychologue Paul Ekman a mené une expérience révélatrice. Il a montré des vidéos de personnes mentant de manière flagrante et a demandé aux participants d'identifier les mensonges. La plupart d'entre eux ont échoué. C'est parce que le cerveau humain n'a pas été conçu pour détecter les menteurs tout le temps. Et c'est exactement ce dont les manipulateurs profitent. De plus, les personnes ayant une faible estime de soi, des antécédents de traumatisme émotionnel ou un besoin extrême d'approbation sont des proies faciles pour la triade noire. Les narcissiques nourrissent ce besoin avec de faux éloges. Les psychopathes exploitent la fragilité émotionnelle. Les machiavéliques transforment les insécurités en outils de contrôle. Mais il existe un antidote. Et tout commence par la conscience de soi. La manipulation la plus efficace est celle dont la victime n'a pas conscience. Si vous avez déjà subi ce type d'influence, la première chose à faire est d'arrêter de vous blâmer. La deuxième est d'apprendre à vous protéger. Les manipulateurs de la triade noire utilisent souvent des tactiques telles que le gaslighting, qui consiste à vous faire douter de votre propre perception, la culpabilité inversée, qui consiste à vous faire culpabiliser pour quelque chose que vous n'avez pas fait, et l'isolement social, qui consiste à vous éloigner des personnes qui pourraient vous ouvrir les yeux. Si vous remarquez ces comportements, éloignez-vous. Une technique puissante contre les manipulateurs s'appelle le grey rocking. Lorsque vous remarquez que quelqu'un essaie de vous manipuler, ne montrez aucune réaction émotionnelle. Répondez de manière monotone, sans donner d'informations personnelles. Les psychopathes se désintéressent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vous contrôler. Une autre stratégie essentielle consiste à ralentir. Les psychopathes et les machiavéliques profitent de l'impulsivité. Si quelqu'un vous pousse à prendre une décision rapide, arrêtez. Évaluez calmement la situation. Les manipulateurs détestent que leurs victimes réfléchissent trop. Et, peut-être plus important encore, renforcez votre réseau de soutien. Les manipulateurs de la triade noire essaient de vous éloigner de toute personne susceptible de vous ouvrir les yeux. Entretenez des relations saines, demandez des avis extérieurs et faites confiance à l'intuition de ceux qui vous connaissent bien. Mais voici la question la plus inconfortable. Avez-vous utilisé certaines de ces tactiques sans vous en rendre compte? Avez-vous déjà manipulé quelqu'un pour obtenir ce que vous vouliez? Avez-vous déjà ignoré la douleur de quelqu'un d'autre pour votre propre bénéfice? Car, en fin de compte, la triade sombre n'est pas seulement un ensemble de traits que l'on trouve chez les autres. C'est un miroir de ce que nous pouvons aussi devenir si nous ne faisons pas attention. S'il y a une chose que cette vidéo nous a montré, c'est que le monde n'est pas seulement régi par les bonnes intentions. Depuis l'Antiquité, le pouvoir a toujours appartenu à ceux qui savaient le mieux le manipuler, à ceux qui comprenaient les faiblesses humaines et les utilisaient pour contrôler le jeu. La triade noire n'est pas une anomalie. Elle est présente dans toutes les sociétés, à toutes les époques, dans toutes les relations humaines. Mais si c'est vrai, sommes-nous condamnés à vivre entourés de manipulation? Notre seul choix est-il d'être prédateur ou proie? La réponse est non, car il y a quelque chose qui différencie ceux qui tombent dans ce jeu de ceux qui apprennent à en sortir. La connaissance de soi. Ceux qui se connaissent vraiment ne se laissent pas contrôler. Ceux qui comprennent leurs propres faiblesses ne se laissent pas facilement manipuler. Et surtout, ceux qui reconnaissent leurs propres ombres n'ont pas besoin de recourir à la manipulation pour se sentir en contrôle. Car la vérité la plus inconfortable de toutes est que la triade sombre n'est pas seulement présente chez les autres, elle peut aussi être en nous. Et au final, la seule différence entre ceux qui manipulent et ceux qui ne le font pas n'est pas le manque d'opportunités, c'est le choix. Le choix entre utiliser les faiblesses des autres ou contribuer à les renforcer. Entre exploiter les émotions ou les respecter. Entre voir les gens comme des pions dans un jeu ou comme des êtres humains aussi complexes que nous. Et ce choix se fait chaque jour, dans les petits détails, dans la façon dont nous traitons les autres, dans la façon dont nous recherchons le pouvoir, dans l'honnêteté que nous avons ou que nous n'avons pas avec nous-mêmes. Ainsi,
Après tout ce que vous avez appris ici, la question finale ne concerne pas les autres. La question finale est « Quel choix allez-vous faire ?» Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.